J'ai toujours cru avoir une famille parfaite, jusqu'à ce que je découvre que ma propre sœur et mon mari me trompaient. La coupe de cristal tremble légèrement dans ma main. Personne ne le remarque. Ils sont tous trop occupés à me sourire, attendant mon discours. C'est mon 58e anniversaire. La salle à manger est impeccable. Elle sent le lys et le gigot d'agneau qui a rôti pendant des heures. Mon mari, Pascal, est à l'autre bout de la table. Son sourire est celui d'une publicité pour dentifrice. À ses côtés, ma sœur, Nathalie, l'agneau que j'ai élevé comme ma fille, me lance un regard de pure adoration. Pauvre fou, ils pensent que cette fête est pour moi. Et elle l'est. Mais pas de la manière qu'ils imaginent. Dans exactement 10 minutes, lorsque le serveur servira le dessert, cette mascarade de famille heureuse prendra fin. Cette pièce se transformera en salle d'audience. Et les accusés seront les 2 piliers de ma vie. Mes mains ne tremblent pas de peur. Elles tremblent d'une rage que j'ai passé les 3 derniers mois à ravaler, la conservant comme un poison que je préparais moi-même. 92 jours, pour être exact. 92 jours où j'ai souri en retour, où j'ai laissé Pascal m'apporter des calmants que je jetais dans l'évier, où j'ai écouté Nathalie se plaindre de sa vie alors qu'elle planifiait de détruire la mienne. Ils pensent que je suis la femme fragile et confuse qu'ils ont passé les 2 dernières années à construire. La vérité est que, derrière mes yeux fatigués, la Catherine qu'ils connaissaient est déjà morte. Et la femme qui est née de ses cendres n'a qu'un seul but, la justice. Ma justice. La fin de cette histoire est dévastatrice et vous ne voudrez pas la manquer. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être prévenu, car la justice sera enfin rendue. Pour que vous compreniez comment une femme qui avait tout est arrivée dans cet enfer personnel, je dois remonter le temps. Pas à il y a 3 mois, lorsque le premier masque est tombé, mais à il y a 35 ans. Parce que cette histoire de mensonge, d'avidité et de trahison n'a pas commencé hier. Elle a été construite brique par brique, juste sous mon nez. Et j'étais aveugle, trop aveugle pour le voir. J'avais 23 ans quand j'ai épousé Pascal. Il était magnétique, plein de rêves, de projets. Moi, jeune diplômé en architecture, je voyais en lui un partenaire pour la vie. Nous avons tout construit ensemble. La maison, l'agence de design qui est devenue ma vie, notre fils Antoine. J'ai renoncé à de plus grands projets, à des opportunités dans d'autres villes pour qu'il puisse gravir les échelons dans sa carrière de cadre. J'étais la base, le port d'attache. Et j'étais heureuse ainsi. Vraiment. Peu après notre mariage, mes parents ont disparu dans un terrible accident de voiture. Soudain, ma sœur Nathalie, à seulement 17 ans, était sous ma responsabilité. Elle est venue vivre avec nous. Je l'ai élevée. J'ai payé ses études, lui ai offert sa première voiture, l'ai aidé à acheter son premier appartement. Pascal l'a toujours traitée comme une petite sœur aussi. Nous étions un trio, inséparable. Antoine est né, et la famille était complète. Le dimanche, la maison sentait le poulet rôti et les rires. Je regardais cette table pleine, Pascal jouant avec notre fils, Nathalie racontant les dernières nouvelles, et ma poitrine se gonflait d'une fierté un peu sotte, d'une certitude absolue que j'avais la vie parfaite. Je me souviens d'un voyage à Deauville, il y a environ 5 ans. L'air frais, l'odeur du chocolat chaud. Nous avons pris une photo devant la mer. Dessus, Pascal et moi sommes enlacés. Antoine rit, et Nathalie nous regarde avec un sourire que, à l'époque, je prenais pour de l'affection. Aujourd'hui, en regardant cette même photo, je vois autre chose. Je vois le début de tout. L'envie, le plan, la patience de 2 serpents attendant le bon moment pour frapper. Au début, tout semblait parfait. Je croyais vraiment avoir une famille de magazine. Mais les premiers signes étaient déjà là. Les petits mensonges, les regards qui duraient 1 seconde de trop, la façon dont ils se taisaient quand j'entrais dans la pièce, de minuscules fissures dans les fondations de ma vie. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Je ne voulais pas les voir, car admettre la première fissure signifiait accepter que toute la maison pouvait s'effondrer. Et cette maison, cette famille, c'était mon chef-d'œuvre. C'était tout ce que j'avais construit. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette peur de tirer sur un fil et de voir votre pull préféré se défaire entre vos doigts? C'est pourquoi j'ai ignoré. J'ai ignoré pendant trop longtemps. Mon sacrifice pour eux n'était pas juste une histoire que je me racontais. C'était réel, tangible. Je me souviens, à 28 ans, avoir vendu ma décapotable adorée, un cadeau de mon père, pour que Pascal puisse faire un investissement risqué en bourse. Il disait que c'était notre chance. Et ce le fut.
Cet argent s'est multiplié et a propulsé sa carrière d'une manière que son salaire de cadre n'aurait jamais pu faire. On a réussi, mon amour. On a réussi, a-t-il dit en m'étreignant dans la cuisine de notre première vraie maison. Le mot était toujours « on ». Comment aurais-je pu douter? Avec Nathalie, c'était pareil. Quand elle a décidé de faire des études de stylisme dans une école privée hors de prix, je n'ai pas hésité. Je travaillais jusqu'au bout de la nuit sur mes projets d'architecture pour payer ses frais de scolarité. J'allais aux réunions parents-professeurs, je l'aidais à étudier, je célébrais chaque réussite comme si c'était la mienne. J'étais la sœur, la mère, le soutien, et en retour, je ne voulais que son amour, sa présence. Elle me le donnait, ou du moins, une imitation très convaincante. « Que ferais-je sans toi, Kat ?» disait-elle sans cesse, les yeux humides, et mon cœur de naïve fondait. La routine était mon anesthésiant. La normalité. Les dîners du vendredi, les vacances en famille, la façon dont Pascal me prenait toujours la main quand nous marchions dans la rue, des petits gestes qui construisent une vie de certitude. Et c'est au milieu de cette routine que les premiers signes sont apparus, si subtils que je m'en suis attribué la faute. J'ai commencé à oublier des choses. Les clés de la voiture, une réunion importante, le nom d'un client. Des choses qui n'étaient jamais arrivées avant. À 56 ans, j'ai commencé à avoir peur. Était-ce l'âge? Pascal était l'image de l'inquiétude. « Catherine, tu travailles trop, tu es épuisée », disait-il, toujours d'un ton doux. « Tiens, ce calmant à base de plantes t'aidera à te détendre. Le médecin l'a recommandé. » Et je le prenais. Et le lendemain, je me réveillais avec un brouillard dans la tête, encore plus oublieuse. Nathalie soutenait la mise en scène. « Ma chérie, tu as besoin d'une pause. Laisse Pascal s'occuper des choses. Il gère. Je t'aide avec la maison. » Il formait un bouclier de soins autour de moi. Un soin qui était en réalité une cage. Il ne me protégeait pas. Il me droguait, m'isolait, me convainquait de ma propre incompétence. C'était ce qu'il voulait. Et mon Dieu, ça fonctionnait. Tout a commencé à changer il y a 3 mois. Pour notre anniversaire de mariage. 35 ans. Pascal m'a offert une boîte en velours bleu. À l'intérieur, il y avait le plus beau collier que j'ai jamais vu. Une délicate chaîne en or blanc avec un unique pendentif en saphir, taillé en forme de poire. C'était à couper le souffle. « Pour la femme de ma vie, la pierre a la couleur de tes yeux quand tu es heureuse », a-t-il dit. J'ai pleuré, bien sûr. J'ai porté le collier ce soir-là, me sentant la femme la plus aimée du monde. Une semaine plus tard, il est rentré à la maison avec une expression triste. Il tenait la même boîte bleue à la main. « Mon amour, j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai emmené le collier pour le faire polir et le bijoutier a découvert un défaut interne dans la pierre. Un défaut de fabrication. Il a dit qu'elle pourrait se fissurer à tout moment. » Mon cœur s'est serré. Il a proposé de l'échanger contre un autre bijou, mais je n'ai pas voulu. Il fallait que ce soit celui-là. J'ai demandé un remboursement. « Je te trouverai quelque chose d'encore plus spécial, je te le promets. » Je l'ai cru. J'ai serré mon mari dans mes bras, les remercier pour son attention et j'ai gardé le souvenir du bijou parfait que j'avais porté une nuit. Mais il s'est passé quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Le hasard, mon fils, Antoine. Il y a 2 semaines, il est venu déjeuner et me montrer des photos sur son téléphone d'un événement que son entreprise avait sponsorisé le week-end précédent. C'était sympa, maman. Tante Nathalie est même passée, tu te rends compte? Il a fait défiler les photos. Des gens souriants, des coupes de champagne, de la musique, et puis il s'est arrêté sur une. Regarde-moi cette tante, quelle mondaine. C'était une photo de Nathalie. Elle était magnifique, riant à quelqu'un hors champ, dans une élégante robe noire. Et à son cou, il y avait mon saphir, la poire en or blanc, mon collier. Ce n'était pas un collier semblable, c'était lui. La lumière frappait la pierre exactement de la même manière. Je connaissais chaque facette de ce bijou. J'en avais rêvé pendant des jours. Mon fils a continué à parler, mais sa voix est devenue lointaine, un bourdonnement dans mes oreilles. L'air m'a manqué. Le téléphone semblait peser 1 tonne dans ma main. Il n'y avait pas de défaut. Il n'y a pas eu de remboursement. Il y a eu un cadeau cher et intime de mon mari, à ma sœur. À cet instant, le brouillard dans ma tête ne s'est pas dissipé. Il a explosé. La femme confuse et oublieuse, la femme qui doutait de sa propre santé mentale, a commencé à mourir là, les yeux fixés sur l'écran d'un téléphone. Et à sa place, une détective est née. J'ai arrêté de douter de ma mémoire et j'ai commencé à enquêter sur leur vie. Et ce que j'allais découvrir
était infiniment pire qu'un collier volé. À partir de ce jour, ma maison s'est transformée. Elle a cessé d'être un foyer pour devenir une scène de théâtre. Et moi, l'actrice principale d'une pièce dont j'étais la seule à connaître le scénario. La première étape était de survivre, et pour cela, il me fallait de la clarté. La clarté que les calmants de Pascal me volaient systématiquement. Ce soir-là, quand il m'a tendu la petite pilule blanche avec un verre d'eau et un sourire inquiet, j'ai souri en retour. « Merci, mon chéri. Tu prends toujours si bien soin de moi. » J'ai pris le comprimé, porté le verre à ma bouche et d'un mouvement répété mentalement des dizaines de fois, j'ai caché le médicament dans la paume de ma main en faisant semblant de boire. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai entendu le son minuscule et satisfaisant du comprimé tourbillonnant dans l'évier. Ce fut mon premier acte de rébellion, le premier de nombreux autres. Ma double vie a commencé. Le jour, j'étais la Catherine habituelle, peut-être un peu plus dans la lune. Je lui demandais de répéter les choses. « Désolé, mon amour, j'ai la tête ailleurs aujourd'hui. » J'oubliais la porte du garage ouverte. Je laissais le feu de la cuisinière allumé 1 minute de trop, jusqu'à ce qu'il accourt pour l'éteindre, avec ce regard de pitié. « Catherine, pour l'amour de Dieu, tu dois faire attention. » Chaque regard de pitié était un coup de poignard, mais aussi un trophée. Ça fonctionnait. Lui et Nathalie échangèrent des regards par-dessus ma tête, complices, certains que leur proie devenait de plus en plus docile, de plus en plus confuse. Ils ne se doutaient pas que, à l'intérieur, mon esprit était en ébullition, aussi affûté qu'un scalpel, disséquant chacune de leurs paroles, chacun de leurs gestes, chacune de leurs respirations. La nuit, la vraie Catherine se réveillait. J'attendais que le son de la respiration de Pascal devienne plus profond, le ronflement doux et régulier que je connaissais depuis 35 ans et qui me répugnait maintenant. Alors, je sortais du lit, sur la pointe des pieds, pour ne pas faire grincer le parquet. Le couloir sombre était mon territoire. Et son bureau, mon terrain de chasse. Cette pièce, que j'avais moi-même conçue, avec sa bibliothèque en chêne et la légère odeur de cuir de son fauteuil, me semblait maintenant l'antre de l'ennemi. Je n'allumais pas la lumière. J'utilisais seulement la lampe de poche de mon téléphone, un fin faisceau qui dansait sur les relevés bancaires, les factures de carte de crédit et les factures de téléphone. J'ai mis en place un système. Je photographiais tout avec mon téléphone, puis je passais des heures sur mon propre ordinateur portable, dans le petit bureau de la chambre d'amis, à croiser les informations, à reconstituer une toile de mensonges bien plus complexe que je ne l'imaginais. J'ai découvert des paiements récurrents à un hôtel de luxe du centre-ville. J'ai trouvé des notes de restaurants très chères les soirs où ils prétendaient être en réunion tardive. J'ai découvert que ces appels à Nathalie n'étaient pas seulement longs. Ils étaient les quotidiens, presque rituels, les rites secrets de 2 conspirateurs. J'ai acheté un carnet à couverture rigide, noir, sans rien qui puisse attirer l'attention. Et dedans, j'ai commencé à écrire. Mon journal de guerre. Je notais les dates, les montants, les noms, les incohérences. Chaque petit mensonge était une ligne. En 2 semaines, le carnet était déjà rempli de plusieurs pages. C'était la preuve que je n'étais pas folle. C'était mon encre dans la réalité. Mais je sentais qu'il manquait encore la pièce maîtresse. La liaison avec Nathalie et les détournements d'argent étaient sordides, douloureux, mais ils n'expliquaient pas le plan visant à me faire croire que je perdais la tête. Il devait y avoir quelque chose de plus, et j'étais déterminée à le trouver. L'occasion s'est présentée un mardi pluvieux. Pascal avait un voyage d'affaires. Un aller-retour à Lyon, a-t-il dit. Nathalie, comme par hasard, avait un rendez-vous médical et ne pouvait pas venir me tenir compagnie. J'étais seule à la maison, toute la journée. C'était la chance que j'attendais pour faire une véritable fouille, sans la peur constante d'être découverte. J'ai attendu que sa voiture disparaisse dans la rue et j'ai commencé. Je n'ai pas cherché dans les endroits évidents. Je suis allée directement dans son dressing, au fond de l'armoire, où il gardait des boîtes de vieux documents, des affaires d'université, des souvenirs qu'il ne touchait jamais. S'il voulait vraiment cacher quelque chose, il le cacherait à la vue de tous, dans un endroit si banal que je ne penserais jamais à regarder. Je me suis agenouillée sur le parquet froid, l'odeur de cèdre et de naphtaline remplissant mes narines. Il y avait 3 boîtes. J'ai commencé par la première. De vieilles photos, des travaux de son école d'ingénieur, de vieux diplômes. La deuxième boîte, la même chose. J'étais sur le point d'abandonner, le cœur frustré. C'est dans la 3e, sous un annuaire poussiéreux et un dossier contenant des coupures de presse sur son premier grand projet, que mes doigts ont senti quelque chose de différent. Ce n'était pas un album,
ni des papiers volants. C'était une enveloppe. Une grande enveloppe Kraft, un peu plus épaisse que la normale. Elle ne portait aucune inscription. Alors que mes doigts touchaient cette enveloppe Kraft, cachée sous une couche de faux souvenirs, un frisson a parcouru mon échine. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas un vieux contrat. C'était personnel et secret. Je me suis assise par terre, l'enveloppe sur les genoux. Le seul son était celui de la pluie qui battait contre la fenêtre de la chambre. Mes mains, qui avaient autrefois tremblé de rage, tremblaient maintenant d'une peur glaciale. J'ai ouvert l'attache métallique et j'ai fait glisser les papiers. La première chose que j'ai vue était une police d'assurance. Une assurance vie à mon nom. Le montant de la prime m'a coupé le souffle. 5 millions d'euros. La police était récente, émise il y a seulement 6 mois. Le bénéficiaire principal était Pascal. Mais ce qui m'a retourné l'estomac, c'est la clause du bénéficiaire secondaire. En cas de décès simultané de Pascal, ou s'il décédait avant moi, le montant total serait versé à Nathalie, ma sœur. Mais ce n'était pas le pire. Sous la police se trouvait une autre liasse de papier, maintenue par un trombone. C'était un dossier médical, avec mon nom en haut. Catherine Renard. Il y avait des copies d'analyse de sang que je n'avais jamais faites, des notes de consultation avec un neurologue à des dates où je travaillais. Elle décrivait mes symptômes, perte de mémoire à court terme, confusion, saute d'humeur, épisode de paranoïa. C'était mes plaintes, mes mots, tordus, amplifiés, transformés en symptômes cliniques. Et puis, la dernière page, un rapport, à en tête, un diagnostic préliminaire détaillé, suggérant un cas de maladie d'Alzheimer à début précoce avec des épisodes psychotiques associés. Le nom au bas du rapport était la signature de mon bourreau, Dr Jacques Martin, neurologue. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme de ma vie. Le monde a tourné. Le sol du dressing a semblé disparaître sous mes pieds. L'air est devenu dense, irrespirable. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'agissait pas d'une liaison sordide entre mon mari et ma sœur. C'était un plan d'extermination. Froid, méthodique, cruel. Il ne me trahissait pas seulement. Il m'effaçait, créant un récit, fabriquant des preuves pour me faire déclarer folle, pour me faire interner, pour m'enfermer quelque part où ma voix ne serait pas entendue. Et l'assurance vie, mon Dieu, l'assurance vie était la touche finale. À cet instant, j'ai compris. Je ne me battais plus contre une trahison. Je me battais pour ma vie. Et la conspiration était bien plus grande que je ne l'imaginais. J'ai passé le reste de la journée enfermée dans la chambre d'amis, les papiers étalés sur le lit. L'odeur de la pluie avait laissé place à un air lourd, étouffant. J'ai lu et relu chaque ligne de ce faux diagnostic, chaque clause de la police d'assurance, jusqu'à ce que les mots se mettent à danser devant mes yeux. Le choc initial a fait place à un froid mordant, une terrible clarté. J'étais seule, dans la maison de l'ennemi, et ils étaient les 2 personnes que j'avais le plus aimées dans ma vie. Aller à la police ? Avec quelle preuve ? La parole d'une femme confuse contre un rapport médical et un mari inquiet ? Je serais la folle de l'histoire. Ils avaient planifié chaque étape, mais leur plan avait une faille. Ils m'avaient sous-estimé. Et ce docteur Jacques Martin était la première pièce que j'allais retirer de leur échiquier. Le lendemain matin, alors que Pascal était au travail et Nathalie célébrait probablement l'efficacité de leur plan, j'ai agi. Je n'ai pas cherché dans les annuaires. Je suis allé directement dans les profondeurs d'Internet, sur des forums d'avocats, à la recherche d'un nom. Détective privé. Un qui soit discret, efficace et surtout qui ne pose pas trop de questions. J'en ai trouvé un, au nom générique, Solution confidentielle. J'ai appelé d'un téléphone prépayé acheté dans un kiosque à journaux. La voix à l'autre bout était grave, calme. Nous avons fixé un rendez-vous pour le jour même, dans un café simple, à l'autre bout de la ville. Je me suis assise à une table au fond, le cœur battant à tout rompre à chaque personne qui entrait. Il est arrivé à l'heure. Un homme d'une 50aine d'années, grisonnant, avec un regard qui semblait voir à travers les gens. Il s'appelait Luc. Je n'ai pas commandé de café. Je suis allé droit au but. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une copie du faux diagnostic et une bonne somme d'argent. Je veux que vous découvriez tout sur cet homme, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Docteur Jacques Martin, je veux sa vie, à l'envers. Je veux savoir où il va, à qui il parle, d'où vient son argent, et je veux qu'il ne sache pas qu'il est observé. Luc a ouvert l'enveloppe, a jeté un coup d'œil au nom sur le rapport, puis m'a regardé. « Ça va coûter plus que ce qu'il y a là-dedans ?» a-t-il dit sans embâge. « Je sais,
ai-je répondu, en poussant une deuxième enveloppe, plus épaisse, sur la table. Trouvez-le, c'est tout. Il a hoché la tête, a rangé les enveloppes et est parti. L'attente a été une torture. Pendant 3 jours, j'ai continué ma comédie à la maison, ma performance d'épouse fragile et oublieuse, tandis que mon âme criait pour avoir des nouvelles. À chaque sonnerie de mon téléphone prépayé, mon corps se glaçait. Finalement, le vendredi, Luc a appelé. « J'ai quelque chose pour vous. Même endroit, dans 1 heure. » Cette fois, Luc avait un dossier. Il l'a ouvert sur la table et la première information m'a frappé comme un coup de poing. Le docteur Jacques Martin a perdu sa licence de l'ordre des médecins il y a 5 ans, a-t-il commencé, la voix neutre. Motif, fraude. Il était spécialisé dans la falsification de rapports d'incapacité mentale. Des familles l'engageaient pour faire interner des parents et prendre le contrôle des héritages. Mon sang s'est glacé. C'était donc ça. Je n'étais qu'un cas de plus dans sa carrière criminelle. Mais Luc a continué. La partie intéressante, c'est comment il vit aujourd'hui. Il ne fait pas de publicité pour ses services. Tout se fait par le bouche à oreille, pour des clients triés sur le volet. Il vit dans un penthouse de luxe, conduit une voiture importée, un niveau de vie qui ne correspond pas à un médecin radié. Luc m'a alors montré une photo. C'était Jacques Martin, un homme aux cheveux argentés et au sourire faux, sortant d'un restaurant très cher. « J'ai pris cette photo hier, à l'heure du déjeuner », a dit Luc. Il était accompagné. Il a posé une deuxième photo sur la table. Et sur celle-ci, assise en face du faux médecin, levant une coupe de vin et riant comme si elle était la personne la plus heureuse du monde, il y avait Nathalie. L'image était floue. Ma sœur, ma Nathalie. Elle n'était pas seulement une complice. Elle était au centre de l'opération. C'est elle qui était avec le criminel. Ce collier de saphir n'était que la partie émergée de l'iceberg. C'était beaucoup, beaucoup plus profond. Luc, sentant mon état, a continué, implacable. J'ai commencé à tirer le fil financier, comme vous l'avez demandé. Votre mari et votre sœur ont créé une société écran il y a 18 mois. Une holding appelée PAN Conseil. Pas d'employés, pas de siège social, juste une boîte postale. Il m'a montré des documents. Et, ces derniers mois, votre mari a systématiquement transféré des actifs vers cette société. Actions, titres de propriété, fonds d'investissement, tout quitte vos comptes joints pour aller dans leur holding. Il a fait une pause. Et il ne fait pas ça tout seul. La directrice de votre banque, cette dame qui vous connaît depuis que vous avez ouvert le compte, l'aide. Les signatures sur les ordres de virement sont des contrefaçons très bien faites. J'ai quitté le café et suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas pu démarrer. Le monde à l'extérieur du pare-brise semblait déformé, irréel. Un médecin criminel, une société écran, une directrice de banque corrompue. Et au centre de tout ça, mon mari et ma sœur. Ce n'était pas une trahison. C'était une mafia, une organisation criminelle familiale créée dans un seul but, me détruire et prendre tout ce qui m'appartenait. J'ai senti les murs se refermer sur moi. Chaque institution en laquelle j'avais confiance, la médecine, le système bancaire, ma propre famille, était une arme pointée sur moi. J'ai conduit sans but jusqu'à m'arrêter dans une rue tranquille, à quelques pâtés de maison de chez moi. Et là, dans le silence de la voiture, je me suis effondré. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de ressentir la douleur dans sa totalité. Et c'était un monstre. Un sanglot m'a déchiré la gorge, venant d'un endroit de désespoir si profond que j'ignorais son existence. J'ai pleuré pour 35 ans d'un mariage qui était un mensonge. J'ai pleuré pour la sœur que j'ai élevée et qui me poignardait dans le dos. J'ai pleuré pour mon fils qui était trompé. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été, si aveugle, si sotte. À cet instant, l'envie de simplement accélérer et de disparaître, de tout laisser derrière moi, de les laisser gagner juste pour que la douleur cesse, était presque insupportable. Mais alors, à travers les larmes, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Et derrière mon visage enflé, j'ai vu les yeux de ma mère. Des yeux qui m'ont appris à être forte, à ne jamais abandonner. Je me suis souvenu de sa voix. Catherine, la tête haute, personne ne fait tomber quelqu'un qui est né pour rester debout. J'ai pris une profonde inspiration. 1, 2, 3 fois. La douleur n'a pas disparu, mais quelque chose a changé. Le désespoir s'est transformé en carburant. La tristesse est devenue de l'acier. Je n'allais pas fuir. J'allais me battre. J'allais transformer leur maison en un véritable enfer. Quand je suis rentrée à la maison,
Mon téléphone prépayé a sonné. C'était Luc. Sa voix était différente, plus urgente. « Madame Renard, j'ai une dernière information. Et elle n'est pas bonne. La raison de leur précipitation. Ils ont déposé une requête auprès du juge des tutelles, demandant votre mise sous tutelle en urgence. J'ai senti un frisson dans le dos. Mais ce n'est pas le pire, a-t-il continué. Pour qu'une telle requête ait du poids, ils ont besoin d'un témoignage fort, d'un proche parent qui corrobore l'histoire de votre instabilité mentale. Mon esprit s'est emballé. Une tante éloignée? Un cousin à qui je parlais à peine? Luc, qui est le témoin? Ai-je demandé d'un filet de voix. Il y a eu un lourd silence au bout du fil. Et puis, il a prononcé les mots qui ont finalement brisé mon cœur. Le nom figurant comme témoin principal, la personne qui témoignera au tribunal contre vous, est votre fils, Antoine Renard. Les derniers mots de Luc ont résonné dans ma tête, comme le son d'un verre se brisant au ralenti. Antoine, mon fils. La seule personne au monde que je croyais à l'abri de cette saleté. Et il n'était pas à l'abri. Il était l'arme qu'il prévoyait d'utiliser pour le coup de grâce. J'ai raccroché et pendant une longue minute, je n'ai pas pu bouger. La douleur était différente de toutes les autres. La trahison de Pascal était un coup de poignard dans le cœur. Celle de Nathalie, un coup de poignard dans le dos, mais celle d'Antoine, c'était comme si on m'avait arraché l'âme. J'aurais voulu hurler, mais à quoi bon? Ils utiliseraient de mon explosion comme une preuve de plus de mon instabilité. Ils appelleraient Antoine, et mon propre fils confirmerait leur histoire. J'étais perdu. Non, la guerrière qui était née en moi m'a retenu. Je devais atteindre Antoine en premier. Seul. Mais comment? Il le contrôlait. Il me fallait un appât qu'il serait le seul à mordre. J'ai trouvé une vieille carte postale, achetée des années plus tôt lors d'un voyage rien qu'à nous en Bretagne. L'image représentait un bateau de pêche solitaire, nommé Courage. Au dos, j'ai écrit juste quelques mots. J'ai besoin de courage. Retrouve-moi à notre endroit. Et l'adresse du planétarium de la Cité des Sciences, où nous allions chaque samedi quand il était enfant. Je n'ai pas signé. Il comprendrait. Je l'ai posté comme une lettre anonyme. C'était un risque, mais c'était le seul que j'avais. 2 jours plus tard, il a répondu par un simple texto « Ok, demain, 15h ». Le planétarium était presque vide ce jeudi après-midi. Quand Antoine est arrivé, j'ai vu l'inquiétude sur son visage. Il semblait plus maigre. Il n'était pas un monstre. Il était une victime, tout comme moi. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Cette carte m'a inquiété, a-t-il dit à voix basse. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. « Antoine, je vais te poser quelques questions. Et je veux que tu me répondes la vérité. Ta vérité, pas celle qu'on t'a racontée. D'accord ?» Il a hoché la tête, confus. « Qu'est-ce que ton père et ta tante t'ont dit sur moi ces derniers temps ?» ai-je commencé. Il a hésité. « Maman, ils sont juste inquiets. On l'est tous. Tu ne vas pas bien. Tu oublies des choses. Papa a dit qu'il t'a emmené voir un nouveau médecin, un spécialiste, et que je suis malade, ai-je complété. C'est ça qu'ils disent. Ils veulent juste ton bien, a-t-il insisté. Papa essaie juste de te protéger, de protéger le patrimoine de la famille. Le protéger de qui, Antoine? De moi-même? Je l'ai fixé, et pour la première fois, il a vu quelque chose de différent dans mes yeux. Pas de la confusion, mais une dureté qu'il ne connaissait pas. J'ai sorti la première photo de mon sac, celle de Nathalie avec le docteur Martin. « Tu connais cet homme ?»« Oui, c'est le docteur Martin, ton médecin. »« Faux, ai-je dit froidement. Cet homme a été radié de l'ordre pour fraude, et cette photo a été prise lors d'un déjeuner avec ta tante. » J'ai jeté la copie du diagnostic devant lui. Et voici le diagnostic qu'il a écrit sur moi sans jamais m'avoir rencontré. Antoine a pâli. Il a pris les papiers, ses yeux parcourant les mots « Alzheimer »,« paranoïa »,« incapacité progressive ». Il a secoué la tête en signe de déni. « Non, ce n'est pas possible. Papa m'a montré. Il m'a montré les preuves. Il ne me mentirait pas. » « Oh si, Antoine. Il me ment depuis 35 ans. Pourquoi serais-tu différent ?» Sa douleur était réelle, sa confusion authentique. Il était en train de craquer. « Quelle preuve t'a-t-il montré ?»« Maman » a-t-il murmuré, la voix brisée. « J'ai vu les vidéos. »« Des vidéos ? Quelles vidéos ? » ?»« Papa m'a appelé dans son bureau il y a quelques mois, a-t-il dit, les mots se bousculant. Il m'a montré des vidéos sur son téléphone. C'était toi, à la maison,
Dans une vidéo, tu étais dans la cuisine, tu essayais de parler et les mots ne sortaient de pas. Dans une autre, tu as failli tomber dans les escaliers. Il y en avait une où tu ne te souvenais plus de mon nom pendant un instant. Maman, je l'ai vu. Tu n'allais pas bien. Et là, tout s'est éclairé. Le puzzle s'est complété avec la pièce la plus monstrueuse. Les jours où j'étais groggy, les mots pâteux, les vertiges. C'étaient les jours où j'avais pris les calmants. Il ne se contentait pas de me droguer. Il me filmait, créant un dossier pour retourner mon propre fils contre moi. Antoine, ai-je dit, ma voix un murmure dangereux. Les jours où ces vidéos ont été tournées étaient les jours où ton père me donnait des médicaments pour me détendre. Le visage de mon fils s'est contracté dans un masque d'horreur. La prise de conscience l'a frappé comme la foudre. Il n'était pas un traître. Il était un outil, le plus important. Les larmes qu'il retenait ont finalement coulé, des sanglots de culpabilité et de honte. Et à travers ses pleurs, il a tout avoué. Le plan complet. Comment Pascal et Nathalie l'avaient approché, semant les graines de l'inquiétude. Comment il lui avait montré les vidéos, le faux diagnostic. Comment il l'avait convaincu que la seule solution était la mise sous tutelle pour me protéger. Il lui avait fait croire que je serais emmené dans une luxueuse maison de repos en Suisse. C'était un mensonge. La clinique était en France, un endroit où l'on m'aurait gardé sous sédatif et isolé. Une fois le contrôle légal obtenu, ils auraient tout vendu. L'argent serait allé à leur holding. Et pour qu'Antoine se taise, il lui avait promis une généreuse pension mensuelle. Entendre les détails sordides, la froideur du plan, racontés par la voix brisée de mon fils. Quelque chose en moi s'est brisé à jamais. La douleur, la tristesse, le deuil, tout a été consumé et transformé en autre chose. Une force froide, impénétrable. C'est à ce moment-là que la femme qu'il connaissait a cessé d'exister. Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais les anéantir. J'ai attendu qu'Antoine se calme. « Antoine », ai-je dit, ma voix d'acier. « Maintenant, tu as le choix. Tu peux continuer à être leur marionnette et couler avec ce navire pourri. Ou tu peux m'aider à obtenir justice. Il n'y a pas de juste milieu. De quel côté es-tu » Les yeux d'Antoine, rouges et gonflés, ont croisé les miens. Il n'a pas eu besoin de mots. Il a juste hoché la tête. Sur ce banc, une alliance a été scellée. Nous étions des partenaires de guerre. Et notre première action ne serait pas une attaque, mais la recherche d'un général. Je ne voulais pas un avocat. Je voulais une arme. J'ai passé les 48 heures suivantes à chercher. Mes yeux se sont arrêtés sur un nom. Maître Geneviève Lambert. Les photos montraient une femme d'une 50aine d'années, au regard d'acier et au palmarès de victoires implacables. On la surnommait la Dame de Fer. Elle était parfaite. Obtenir un rendez-vous a été un défi. Le mercredi suivant, Antoine et moi sommes entrés dans son cabinet. Un espace qui reflétait sa propriétaire. Murs en béton brut, mobilier design minimaliste et une vue spectaculaire sur Paris. Maître Lambert n'a pas souri. Elle a juste indiqué les chaises et a dit « Vous avez 1 heure ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bégayé. J'ai exposé les faits. La liaison, les calmants, la manipulation, le faux diagnostic, la police d'assurance, la société écran. À chaque fait, je présentais un document. Antoine, à mes côtés, complétait l'histoire. Pour la première fois, j'ai raconté mon histoire et je ne me suis pas sentie folle. Je me suis sentie puissante. Quand j'ai terminé, Maître Lambert est restée silencieuse. Puis, un soupçon de sourire, aussi tranchant qu'une lame, est apparu sur ses lèvres. « Madame Renard », a-t-elle dit, « votre mari et votre sœur ont commis 2 erreurs fatales. La première, de penser que vous étiez faible. La seconde, de laisser une telle piste de preuve. Ce n'est pas une affaire de divorce, c'est une affaire pénale. Et nous n'allons pas nous défendre. Nous allons attaquer les premiers. Nous allons les détruire, légalement et financièrement. » Dans ce bureau, un plan de contre-attaque est né. La première règle de Maître Lambert était claire. Vous rentrez chez vous et vous ne changez absolument rien. Vous continuez à être l'épouse confuse. Antoine, vous continuez à être le fils inquiet. Le succès de notre opération dépend de l'effet de surprise. La stratégie était claire. Les laisser avancer pendant que nous rassemblions les preuves pour les anéantir. Le lendemain, une équipe de techniciens de sécurité s'est présentée chez moi. C'étaient les experts de Maître Lambert. Pendant que Pascal était au travail, ils ont installé des micro-caméras et des micros. Maître Lambert a aussi donné à Antoine un stylo qui enregistrait l'audio en haute définition. « Votre mission est de converser », lui a-t-elle dit. « Laissez-les s'incriminer.
Ma double vie a atteint un nouveau sommet de tension. Extérieurement, j'étais l'ombre de moi-même. Intérieurement, j'étais une agent secret. La nuit, en faisant semblant de dormir, j'écoutais leurs conversations grâce à une application sur mon téléphone. Je les entendais rire, planifier ce qu'ils feraient de l'argent, discuter des détails de mon internement. Antoine était un acteur encore meilleur. Un soir, au dîner, avec l'enregistreur dans sa poche, il a demandé à Pascal « Papa, je pensais, après que maman soit allée à la clinique, comment ça se passera? Je pourrais lui rendre visite quand je voudrais ?» Pascal a posé une main sur l'épaule de mon fils. « Bien sûr, mon fils. Au début, les médecins recommanderont un temps sans visite pour qu'elle s'adapte. Mais c'est pour son bien. Nous faisons ce qu'il faut. » Nathalie a ajouté « Ton père et moi nous occuperons de tout, mon chéri. » Sur cet enregistrement, la confession de leur plan était là, claire, indéniable. Pour accélérer les choses, j'ai tendu un piège. Un matin, au petit déjeuner, j'ai mentionné nonchalamment « Pascal, tu as vu que mon ami de l'université, Christophe, sera en ville la semaine prochaine? Celui qui est devenu expert comptable à la Cour des comptes? Il veut passer prendre un café. » J'ai vu une lueur de panique dans les yeux de mon mari. L'appât avait été mordu. Le résultat a été plus rapide que prévu. Le vendredi, mon téléphone prépayé a sonné. C'était Luc, le détective. « Madame Renard, ils ont bougé. La mention de votre ami expert comptable les a effrayés. Ils liquident l'un de vos plus grands fonds d'investissement. L'argent, plus de 2 millions d'euros, arrivera sur le compte de la holding dans 48 heures. » Mon cœur s'est emballé. « On peut les arrêter? Maître Lambert s'en occupe déjà, » a-t-il répondu. Mais ce n'est pas le pire. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Un virement de cette ampleur, a continué Luc, nécessitait 2 signatures d'associés de votre agence. L'une était la vôtre, contrefaite. L'autre, ils l'ont obtenue. La deuxième signature est celle de votre associé chez Renard Architecte. L'homme qui était votre témoin de mariage, Hervé. Il est avec eux lui aussi. Je sais que vous ressentez ma douleur. Pour ne pas me sentir si seule, aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je promets de lire et de répondre. Hervé. Le nom est tombé comme une pierre. Pas seulement mon associé depuis 25 ans, mon ami, presque un frère, le parrain de mon fils. Et il était avec eux aussi. La trahison d'Hervé était différente. Pascal et Nathalie avaient attaqué mon cœur, ma famille. Hervé avait attaqué mon œuvre, mon héritage. L'agence était mon sanctuaire. Et il l'avait contaminée aussi. J'ai immédiatement appelé Maître Lambert, la voix tremblante de fureur. Il m'encercle. Son calme a été mon antidote. Non, Catherine. Ils ne vous encerclent pas. Ils se dévoilent. Et ils sont pressés. C'est une bonne chose. Les gens pressés font des erreurs. L'urgence était claire. Nous avions au maximum 72 heures. Le temps de l'enquête silencieuse était terminé. Il était temps de préparer la scène pour l'acte final. Mais pour cela, il me fallait une autre pièce. Quelqu'un à l'intérieur de l'agence. Et il n'y avait qu'une seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Martine, mon assistante personnelle depuis plus de 20 ans. Une femme discrète, farouchement loyale. J'ai décidé de tenter ma chance. Je l'ai appelée sur son portable ce soir-là. « Martine, j'ai besoin d'une faveur, personnelle et urgente. Pouvons-nous nous voir demain avant le travail, dans ce café près de ton ancien appartement ?» Il y a eu une pause. « Bien sûr, Catherine. 7 heures, ça vous va ?» Le lendemain matin, le café était presque vide. Je ne suis pas passée par 4 chemins. Je lui ai montré les documents de la holding, les ordres de virement avec ma signature contrefaite et celle d'Hervé. Hervé et Pascal détournent des millions de l'agence, et j'ai besoin de le prouver. Martine a regardé les papiers, le visage impassible. Elle n'a pas semblé surprise, juste terriblement triste. Elle a soupiré. « Je le savais », a-t-elle dit à voix basse. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Depuis 6 mois, Catherine, des réunions secrètes. Hervé qui autorisait des paiements à des consultants dont je n'avais jamais entendu parler. Il m'a retiré l'accès à certains comptes. Elle a alors ouvert son sac et en a sorti une clé USB. J'ai commencé à copier tout ce qui me semblait étrange. Email, feuilles de calcul, factures. Je ne savais pas quoi en faire. Mais je savais qu'un jour, vous pourriez en avoir besoin. À cet instant, je n'étais plus seule. J'avais mon fils et maintenant, j'avais ma fidèle écuyère. J'ai apporté la clé USB de Martine directement à Maître Lambert. C'étaient les pièces manquantes. Les preuves internes qui reliaient Hervé directement à la holding.
Avec cela, l'affaire pénale était bouclée. Il ne restait plus que la confrontation. Et l'avocate a eu l'idée parfaite. « Votre fête d'anniversaire », a-t-elle dit avec ce demi-sourire prédateur. « C'est ce samedi. C'est la scène parfaite. Une célébration de votre vie avec tous ceux qui vous aiment et ceux qui font semblant. Nous allons leur offrir un cadeau d'anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. » Les 48 heures suivantes ont été les plus surréalistes de ma vie. Antoine et moi nous sommes plongés dans les préparatifs. Nous avons choisi les fleurs, des lys blancs, mes préférés, qui me semblaient maintenant des fleurs funéraires. Antoine a appelé personnellement chaque invité. « C'est une fête surprise pour maman pour lui remonter le moral », disait-il, la voix pleine d'une fausse innocence. Il a invité Hervé et sa femme, qui ont accepté avec un enthousiasme nauséabond. Extérieurement, nous étions une famille préparant une fête. Intérieurement, nous étions des généraux préparant un champ de bataille. Le samedi matin, la maison était impeccable. L'équipe de Maître Lambert était venue la veille et avait finalisé l'installation. Une minuscule caméra dans la bibliothèque de la salle à manger et le système audio de la maison synchronisé avec l'ordinateur portable contenant notre dossier. Le spectacle était prêt. J'ai enfilé une robe en soie, bleu nuit, sobre, élégante, une armure. J'ai regardé mon reflet et j'ai vu la femme que j'étais devenue. Il n'y avait plus de peur dans mes yeux, seulement de la glace. À 20 heures, la sonnette a retenti. C'étaient les premiers invités. Et puis, à 20h15, le son que j'attendais. Ils sont entrés dans le salon. Pascal, impeccable dans son blazer, et Nathalie, radieuse dans une robe rouge, le collier de saphir volé brillant à son cou. Elle est venue droit sur moi, m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, la voix douce et mortelle comme une seringue de venin. « Joyeux anniversaire, ma grande sœur, c'est presque fini. Bientôt, tu pourras te reposer et nous nous occuperons de tout pour toi. » Les mots de Nathalie, un murmure de serpent, furent la dernière goutte de venin dont j'avais besoin. Je me suis lentement écartée, avec le sourire le plus doux que j'ai pu composer. « Merci, ma sœur, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » J'ai vu une lueur de triomphe dans ses yeux. Il pensait que j'étais un agneau mené à l'abattoir. Il ne savait pas que l'agneau s'était transformé en loup et que la porte de l'abattoir était sur le point de se refermer sur eux. L'heure qui a suivi a été la performance la plus difficile de ma vie. La maison était pleine. Et les traîtres, ils circulaient, parfaits dans leur rôle. Pascal était le mari dévoué. « Excusez-moi, Catherine a besoin de s'asseoir. Elle se fatigue vite, » disait-il. Et tout le monde me regardait avec cette compassion insupportable. Nathalie était la sœur attentionnée, un ange gardien aux ailes de vautour. Et il y avait Hervé, mon vieil ami. Il pouvait à peine me regarder dans les yeux. Une partie de moi a eu pitié. L'autre, celle qui était maintenant aux commandes, n'a ressenti que du mépris. Pendant que je souriais, mon esprit était un poste de commandement. Je voyais la lumière discrète de la caméra. Je voyais Antoine, mon fils, mon soldat, le visage tendu, mais maître de lui. Nos regards se sont croisés. Nous sommes prêts. Nous sommes passés à table. Je me suis assise en bout de table, ma place légitime. Pascal à l'autre bout, le roi dans son château de mensonges. Nathalie et Hervé, par une cruelle ironie, étaient assis côte à côte, presque en face de moi. Le dîner fut une symphonie d'hypocrisie. Ma grand-tante s'est tournée vers moi. « Catherine, ma chérie, tu dois être si fière du mari que tu as. Pascal est infatigable. » Je lui ai souri. « Je sais, ma tante. Je sais. » Au milieu du plat principal, Pascal s'est levé, tapotant sa fourchette contre son verre. Le silence s'est fait. « Amis, famille, » a-t-il commencé, la voix brisée par une fausse émotion. « Je voudrais porter un toast à la femme de ma vie, Catherine. Nous avons traversé des moments difficiles. Sa santé a été fragile, mais notre amour est notre force. Alors, un toast à toi, mon amour. Puisses-tu te rétablir bientôt ?» Tous ont levé leur verre. « À Catherine !» J'ai levé mon verre, regardé mon mari droit dans les yeux, et j'ai bu, le vin descendant comme du fiel. Finalement, les assiettes ont été débarrassées. Le serveur a commencé à servir le dessert. C'était le moment. Sous la table, ma main a trouvé la petite télécommande dans ma pochette. Mon cœur était étrangement calme. Je me suis levée. Tous les visages se sont tournés vers moi. 24 pères Dieu, 24 témoins. Pascal et Nathalie ont souri, un sourire indulgent, s'attendant à un discours confus. J'ai pris mon verre d'eau. Ma main a tremblé, oui, mais d'anticipation.
Chers amis, chère famille, ai-je commencé. Ma voix n'était pas celle d'une femme malade. Elle était ferme, claire, glaciale. J'ai vu la surprise dans les yeux de Pascal. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ma vie. J'ai fait une pause. Vous savez, les anniversaires sont des moments de réflexion. Et j'ai beaucoup réfléchi à la famille, à l'amour, à la confiance. Mon regard a balayé Nathalie, puis Hervé, pour finalement se poser sur Pascal. Et pour célébrer tout cela, au lieu d'un discours, je vous ai préparé une petite surprise. Une vidéo, un film de famille, pourrait-on dire. C'est une histoire sur la famille parfaite. J'ai levé la petite télécommande noire. Je l'ai pointée vers l'immense télévision à écran plat éteinte sur le mur. Le sourire de Pascal a vacillé. Celui de Nathalie a disparu. Mon pouce s'est posé sur le bouton « Play ». Et maintenant, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse et tendue, que le spectacle commence. Mon pouce a appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. Pas avec une image, mais avec un son. La voix cristalline et reconnaissable de Pascal, amplifiée par le système audio. Bien sûr, mon fils. Au début, les médecins recommanderont un temps sans visite pour qu'elle s'adapte. Mais c'est pour son bien. Nous faisons ce qu'il faut. La pièce a plongé dans un silence profond. Chaque invité s'est figé. Le visage de mon mari est passé par 5 nuances de rouge avant de se figer dans un masque de fureur pure. « Catherine, qu'est-ce que c'est que cette comédie ?» a-t-il grondé. Il a jeté sa serviette et s'est levé brusquement. « Éteins cette saleté tout de suite. » Il a fait 2 grands pas vers moi, prêt à m'arracher la télécommande. Mais il n'avait pas compté sur Antoine. Mon fils s'est levé avec un calme mortel. Il s'est placé entre moi et Pascal. « Assieds-toi, papa », a-t-il dit, la voix basse mais chargée d'un poids qui a arrêté Pascal net. « Je crois que tu vas vouloir entendre la suite. Le spectacle de maman ne fait que commencer. » La voix de Nathalie, douce et venimeuse, a résonné à son tour. « Ton père et moi nous occuperons de tout, mon chéri. Tu n'as pas à t'inquiéter. » À l'écran, une image est apparue. La photo de Nathalie, radieuse, portant mon collier de saphir. À côté, le relevé de ma carte de crédit avec l'achat du bijou et un document officiel du bijoutier confirmant qu'aucun retour n'avait jamais été demandé. Beaucoup d'entre vous se souviennent de ce collier. Ma voix préenregistrée a rempli la pièce. C'était le cadeau de Pascal pour nos 35 ans de mariage. Une semaine plus tard, il m'a dit que la pierre avait un défaut et qu'il l'avait rendue. J'ai marqué une pause. Comme vous pouvez le voir, la seule chose défectueuse ce soir-là était le caractère de celui qui me l'a offert. Nathalie a eu un hoquet, le visage livide. Elle a porté instinctivement la main à son cou où le saphir maudit brillait, une confession éclatante. Le spectacle a continué. L'écran a changé. Il montrait maintenant la photo de Nathalie déjeunant avec le docteur Martin. Et cet homme, a poursuivi ma narration, est le docteur Jacques Martin. Le neurologue qui, selon mon mari, s'occupait de ma santé fragile. L'image suivante était un gros plan du faux médecin, à côté d'un document officiel de l'Ordre des médecins, avec un énorme tampon rouge, licence radiée pour fraude. Et pour finir, le diagnostic. Mon nom en haut, les mots Alzheimer, paranoïa et incapacité projetés pour que tous puissent lire. Voici le rapport que ce criminel, de mèche avec mon mari et ma sœur, a produit pour me faire déclarer folle. Sans jamais m'avoir rencontrée, le chaos a commencé à gronder. Mais la présentation n'était pas terminée. C'était le tour d'Hervé. L'écran a affiché les documents de constitution de PNN Conseil. Puis, une série d'ordres de virement déplaçant des millions de mes comptes. Ma signature, grossièrement falsifiée, apparaissait sur chacun d'eux. Et à côté, nette, inimitable, la sienne. J'ai arrêté la narration. Je me suis tourné lentement vers mon associé. « Et toi, Hervé ?» ai-je demandé, ma voix en direct cette fois. « Le parrain de mon fils, mon meilleur ami. Combien t'ont-ils payé pour me poignarder dans le dos ?» Hervé s'est effondré, la tête dans les mains, secoué de sanglots silencieux. C'est ce qui a fait exploser Pascal. « C'est de sa faute !» a-t-il crié, le doigt tremblant pointé vers ma sœur. « C'était l'idée de cette folle. C'est elle qui a toujours été jalouse de toi. Elle m'a manipulée. » Nathalie s'est levée, les yeux injectés de sang. « Moi » a-t-elle hurlé. « Lâche menteur, c'est toi qui es venu te plaindre que tu vivais dans l'ombre de la grande Catherine Renard. Tu m'as promis une nouvelle vie. Tu m'as utilisé. Tu es un faible, Pascal. Un faible et un voleur. » Ils étaient au milieu de la pièce, crachant des accusations,
révélant des détails de plus en plus sordides. Au plus fort des cris, la sonnette a retenti. Le serveur, blême, est allé ouvrir. Maître Geneviève Lambert est entrée. Sa présence a imposé un silence glacial. Derrière elle se tenait Luc. « Bonsoir à tous », a dit l'avocate. « Veuillez excuser l'interruption de la célébration. » Elle s'est approchée de Pascal et Nathalie. « Pascal Renard, Nathalie Garnier », a-t-elle dit, leur nom sonnant comme une sentence. « Je suis maître Geneviève Lambert et je suis l'avocate de Madame Catherine Renard. J'ai en ma possession une ordonnance restrictive vous interdisant de vous approcher à moins de 500 mètres de ma cliente, ainsi que cette notification. Une plainte pénale pour fraude, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse a été dûment déposée contre vous cet après-midi. » Ils m'ont regardé, le visage défiguré par la panique. Ils avaient enfin compris. La fête n'était pas pour moi, elle était pour eux. Et tandis que le choc les paralysait, 2 silhouettes hautes et en uniforme sont apparues à la porte, juste derrière Maître Lambert. 2 policiers. C'était une fête d'adieu. La fête d'adieu à leur liberté. La présence des policiers à la porte de ma salle à manger a été comme un seau d'eau glacée sur cette fête de l'enfer. Le chaos s'est tu. Pascal a tenté une dernière carte, celle de l'homme respectable. « Messieurs les agents, avec tout mon respect, il doit y avoir une terrible erreur. Ma femme, Catherine, elle ne va pas bien. Elle a des problèmes de santé, de confusion mentale. » L'un des policiers s'est avancé. « Monsieur, nous avons une plainte formelle et la demande de l'avocate de vous escorter au commissariat pour une déposition. » Ce fut le tour de Nathalie. Sa fureur s'est muée en pure panique. Elle a couru vers moi. « Kat, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. C'est lui, c'est entièrement lui. Je t'aime, tu es ma sœur, je ne te ferai jamais de mal. Il m'a forcée, menacée. » Elle a tenté de s'agripper à moi, mais Antoine, toujours mon gardien, s'est interposé. « Reste loin de ma mère », a-t-il dit, d'une voix basse et pleine d'un dégoût qui a fait reculer Nathalie. La pièce était un chaos d'émotions contenues. C'est alors que Maître Lambert, mon général sur le terrain, a porté le coup de grâce. Elle s'est tournée vers Hervé. « Monsieur Fournier », a-t-elle dit. « Compte tenu de votre coopération imminente, le procureur est disposé à vous proposer une procédure de plaidé coupable. Votre témoignage complet contre les cerveaux de l'opération en échange d'une peine considérablement réduite. L'offre est valable 24 heures. » J'ai vu la tête d'Hervé se relever. Dans ses yeux, une lueur d'espoir. Pascal l'a vu aussi. « Hervé, n'ose pas !» a-t-il sifflé. Mais il était trop tard. L'alliance des voleurs était rompue. Et puis, Maître Lambert s'est tourné vers mon mari. Son sourire était purement prédateur. « Ah, monsieur Renard, j'oubliais. Un dernier détail. Le détective que ma cliente a engagé, monsieur Girard, est très bon. Et il a trouvé votre méthode pour gérer vos partenaires un peu familière. Il a donc creusé un peu. » Pascal s'est figé. « Il a retrouvé un homme, » a poursuivi l'avocate. « Votre premier associé, il y a 30 ans. Un homme qui a brusquement abandonné une carrière prometteuse après une dépression nerveuse. Curieusement, sa famille a confirmé que, dans les mois précédant sa dépression, il se plaignait que vous l'escroquiez et que vous essayiez de le convaincre qu'il devenait fou. » Maître Lambert a marqué une pause. Sa famille est très intéressée par la réouverture de l'affaire. Il semble que vous soyez un prédateur avec un mode opératoire bien établi. Et la justice adore les schémas. Ce fut la fin. Le dernier clou dans le cercueil. Pascal n'a plus rien dit. Il s'est affaissé. Lui et Nathalie ont été escortés hors de ma maison, devant toute notre famille. La fête d'anniversaire était, en effet, terminée. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures, de dépositions et de titres de journaux. La justice, bien que lente, a été implacable. Pascal, confronté aux preuves accablantes, a été condamné à 12 ans de prison pour fraude, escroquerie et association de malfaiteurs. Il a tout perdu. Nathalie, dans une tentative désespérée de se sauver, a avoué chaque détail sordide, dépeignant Pascal comme le monstre et elle-même comme une victime. Elle a obtenu une peine plus légère, des travaux d'intérêt général et une mise à l'épreuve, mais sa véritable sentence fut autre, l'exil. Personne dans la famille ne lui a plus jamais adressé la parole. Elle a déménagé, une paria, portant à jamais la marque de la traîtresse. Hervé a accepté l'accord, a rendu l'argent et a été radié de l'ordre des architectes. Sa femme l'a quitté. Il m'a écrit une lettre, pleine d'excuses et d'apitoiements. Je l'ai jetée au feu sans la lire. Peu à peu, la poussière est retombée.
La maison, autrefois théâtre d'horreur, est redevenue un foyer. Mon foyer. Je l'ai redécoré. J'ai effacé leurs ombres de chaque recoin. Ma relation avec Antoine, brisée par le mensonge, a commencé à guérir. Il est devenu mon bras droit, à la maison comme à l'agence, que j'ai rebaptisée simplement Catherine Renard, architecte. Nous avons reconstruit, ensemble, notre relation sur la seule fondation qui vaille, la vérité. Aujourd'hui, assise dans ma salle de réunion, en regardant la maquette d'un nouveau centre culturel pour la ville, je comprends enfin. La famille parfaite que j'aimais tant était une illusion. Sa destruction a été la chose la plus douloureuse qui me soit arrivée, et aussi la plus libératrice. Ils ont essayé de m'enterrer, sans savoir que j'étais une graine. Ils ont essayé de m'effacer, sans savoir que j'étais le feu. L'histoire qu'ils ont essayé d'écrire pour moi se terminait dans le silence et l'obscurité. Mais je leur ai pris le stylo des mains et j'ai écrit ma propre fin. Mon histoire ne parle pas de la famille que j'ai perdue. Elle parle de la femme indestructible que j'ai finalement découvert que j'avais toujours été. Et elle, mes amis, ne fait que commencer. 2 ans, cela semble une éternité. Et d'une certaine manière, ce le fut. La femme que j'étais ce soir-là, la justicière au cœur brisé et aux nerfs d'acier, n'existe plus. La femme que je suis aujourd'hui, debout sur le balcon de mon bureau, contemplant les toits de Paris, est une autre. Elle n'est plus définie par la trahison, mais par la vie qu'elle a choisi de construire sur les ruines. Mon agence, Catherine Renard, architecte, vibre d'une nouvelle énergie. Le chêne sombre et le cuir lourd ont laissé place au verre, à l'acier blanc et à la lumière naturelle. Le prix d'architecture que nous avons remporté pour le centre culturel trône à la réception, un rappel constant que la beauté peut naître de la douleur. Martine, ma fidèle écuyère, est maintenant associée minoritaire. Antoine entre dans mon bureau sans frapper, un sourire facile aux lèvres. Il n'est plus le jeune homme hanté par la culpabilité. À 32 ans, il est devenu un chef de projet redoutable. « Maman, dit-il, la mairie a appelé. Ils ont adoré l'avant-projet pour le parc. Ils veulent fixer la réunion finale. »« Excellent, je réponds. Fixe-la pour vendredi. Et préviens l'équipe que le déjeuner est pour moi aujourd'hui. Ils l'ont bien mérité. » Nos regards se croisent, et dans cet échange silencieux, il y a tout un univers de guérison. Notre relation est aujourd'hui plus forte que jamais, forgée non pas dans l'illusion d'une famille parfaite, mais dans la vérité d'une famille réelle, avec ses cicatrices et sa résilience. La paix que j'ai trouvée, cependant, a été testée une dernière fois, il y a environ 3 mois. Une lettre est arrivée par la poste, timbrée d'un petit village de Provence. L'expéditeur a fait s'arrêter mon cœur 1 seconde. Nathalie Garnier. Pendant 3 jours, l'enveloppe est restée scellée sur ma cheminée. Une partie de moi voulait la brûler. Une autre, celle qui se souvenait encore de la fillette à Nat, à qui j'avais appris à faire du vélo, avait besoin de savoir. Un soir, je l'ai finalement ouverte. Son écriture était un gribouillis tremblant. La lettre était une complainte. Mais pas de remords, d'apitoiement. Elle me racontait la vie misérable qu'elle menait, travaillant comme couturière. Elle accusait Pascal, la famille, le destin. Et à la fin venait la vraie raison. Une demande. Pas de pardon. Une demande d'argent. « Tu as refait ta vie, Catherine », écrivait-elle. « Moi, j'ai tout perdu. En tant que ma sœur, tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Une petite aide mensuelle est tout ce que je demande. » J'ai lu ces mots et je n'ai ressenti aucune colère. J'ai ressenti un vide, une tristesse profonde et finale. Là, sur ce papier bon marché, se trouvait la preuve que la Nathalie que j'avais connue ne reviendrait jamais. À cet instant, j'ai compris que le pardon n'était pas quelque chose que je devais lui accorder à elle, mais à moi-même. Le pardon de l'avoir tant aimée, d'avoir été si aveugle. Je suis allée à la cheminée et j'ai allumé un feu. J'ai tenu la lettre un instant. Je me suis souvenue d'un après-midi d'été de notre enfance, courant sous la pluie, riant aux éclats. Une larme silencieuse a coulé sur ma joue. Pour la petite fille qu'elle avait été, pour la sœur que j'avais perdue à jamais. « Adieu, Nathalie », ai-je murmuré au feu, et j'ai jeté la lettre dans les flammes. J'ai regardé ces mots se tordre, se transformer en fumée et disparaître. Et avec eux, le dernier fantôme qui me hantait s'est envolé. Ma vie, aujourd'hui, n'est pas faite que de travail. J'ai redécouvert la joie dans les petites choses. J'ai repris la peinture. Je prends des cours de danse de salon le mardi. Et, oui, il y a quelqu'un. Pas une romance passionnée, mais une amitié.
un professeur d'histoire de l'art de la Sorbonne que j'ai rencontré lors des recherches pour le centre culturel. Un homme doux aux yeux rieurs. Nous dînons ensemble de temps en temps. Nous parlons de livres, de musique, de la vie. Il n'y a pas de promesses, pas d'attente. Il y a seulement la légèreté d'une compagnie. Et pour la première fois depuis des décennies, c'est plus que suffisant. Parfois, la nuit, je m'assois sur le balcon de mon appartement, le même qui fut le théâtre de tant de douleurs, et je regarde les lumières de la ville. Je ne me sens plus une victime, ni une survivante. Je me sens juste, moi, Catherine, une femme de 60 ans qui est allée en enfer et en est revenue. Une femme qui a appris que la famille parfaite n'existe pas, mais que l'amour-propre est la seule fondation qui ne puisse jamais être démolie. L'histoire qu'ils ont écrite pour moi est terminée. Celle que j'écris pour moi-même, chaque jour, est mon chef-d'œuvre. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de raconter tout cela. Pas pour que vous ayez pitié de moi. Au contraire, je l'ai raconté pour que vous, qui m'écoutez, puissiez peut-être vous reconnaître dans un fragment. La trahison prend de nombreuses formes. Parfois, c'est un ami, un patron. Et parfois, la trahison la plus douloureuse est celle que nous commettons envers nous-mêmes, lorsque nous ignorons notre intuition, lorsque nous nous faisons plus petites pour entrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Les petites fissures dans ma vie parfaite, c'était mon intuition qui criait d'être entendue. La plus grande leçon que j'ai tirée de cette épreuve n'est pas sur la méchanceté des autres, mais sur la force que j'ignorais posséder. Mon histoire est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour démolir ce qui vous fait du mal et construire quelque chose de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour devenir la protagoniste de votre propre voyage. Et c'est pourquoi cet espace est si important. Nous voulons entendre votre voix. Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Avez-vous déjà dû trouver une force que vous ne soupçonniez pas? Partagez un peu de votre parcours dans les commentaires. Votre histoire de résilience peut être la lumière dont une autre femme a besoin. Et enfin, si vous croyez au pouvoir de récits comme le mien, des histoires de femmes qui ont affronté l'impensable, je vous invite à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle histoire qui vous inspirera, vous touchera et surtout vous rappellera la femme indestructible qui existe aussi en vous. Merci de m'avoir écouté.